Bonjour, nous sommes le mardi 17 janvier 2023 avec une météo qui est apparue avec du givre en matinée. Bon, probablement que ça va s'estomper. Bon, certains prédisent de la neige, mais c'est dans certaines régions. J'en sais pas plus à ce niveau-là. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, je vois qu'il ne fait pas suffisamment froid pour que ça tienne vraiment bien. De toute façon, ici, on n'a que du givre. On n'a même pas encore de la neige. Donc, on ne peut pas parler, je veux dire, d'un hiver très rigoureux jusqu'à présent. Il fait juste un tout petit peu froid, sans plus. Alors, ici, je vais faire une vidéo qui est très importante pour la mécanique des fluides. Et je vais intituler le titre équation, et je vais bien expliciter que c'est fondamental. C'est une équation fondamentale de mécanique des fluides. Équation fondamentale. Euh, et alors, de la mécanique des fluides, et je dirais sous-entendu de la statique des fluides. Donc ici, équation fondamentale de la statique des fluides. Donc on est en mécanique des fluides, et donc la mécanique des fluides retrouve ces équations fondamentales de statique, de dynamique, voilà, de cinématique et tralali tralala. Donc, et celle-ci est une équation fondamentale dans le sens où elle, elle va être très utilisée pour étudier des systèmes. Et donc, quand on va étudier des systèmes, ben, il suffira d'aller chercher ben, cette équation que je vais élaborer en finalité, bien sûr, hein. C'est la finalité qui va être importante, parce qu'ici, ça va être une démonstration, mais c'est la finalité qui est importante. Alors, c'est-à-dire, quand est-ce que un fluide est considéré comme étant à l'équilibre? Parce que je vous ai toujours dit que l'équilibre, c'est quelque chose qui se définit, hein. L'équilibre thermique, ça se définit. L'équilibre mécanique, ça se définit. L'équilibre, voilà, l'équilibre pour un fluide, ça se définit. Ça dépend de quoi on parle comme équilibre. Il existe toute une panoplie d'équilibres et c'est de ça dont il s'agit ici. Ici, il s'agit d'un équilibre de force. Tout comme on a en mécanique, l'équilibre, la somme des forces égale à zéro, la somme des moments de force égale à zéro, ben, induit un équilibre, somme des forces égale à zéro, induit un équilibre de translation, et la somme des moments de force, bien sûr avec le rappui, bien sûr, égale à zéro, la somme des moments égale à zéro si on a un équilibre de rotation. Donc, équilibre de translation-rotation signifie l'équilibre pur. Bon, mais ici, justement, c'est de voir comment peut-on définir, et au travers d'une équation, bien sûr, qui va être utilisée dans les systèmes. Parce qu'une fois que l'équation est établie, ben, elle va être utilisée dans les systèmes en équilibre pour pouvoir trouver, bien sûr, des relations, voilà, de courbes, de toutes sortes, de tout ce qu'on veut, hein. On peut chercher tout ce qu'on veut en mécanique des fluides sur un système. Enfin, quand je dis tout ce qu'on veut, ben, on recherche ce qu'on doit rechercher, mais on pourra aller rechercher, si c'est un système en équilibre, on pourra aller chercher l'équation, voilà, euh, l'équation euh, de la statique. Alors, je vais d'emblée la donner, comme ça, bon, l'équation de la statique, 0 f' est égal à euh, nabla, nabla p. Voilà, nabla p. Bon, ça c'est l'équation de la statique. Je vais expliquer justement cette équation-là. De quoi il en ressort exactement. Et c'est ça qui est utilisé dans les systèmes. Dans les systèmes, c'est ça qui est utilisé comme point de départ pour étudier un système en équilibre. Et je verrai des systèmes en équilibre, vous verrez que c'est cette équation-là qui est reprise. Donc, c'est une équation qui doit être connue de ceux qui font de la mécanique des fluides, ceux qui étudient la mécanique des fluides et ceux qui travaillent dans la... Parce qu'il y a étudier la mécanique des fluides et il y a ceux qui travaillent au quotidien, voilà, qui sont confrontés à des systèmes voilà, de fluides. Je parle bon, je pense par exemple à un système pétrolier, comment est-ce qu'on peut appeler ça, un système un champ pétrolier, ben vous allez retrouver des capteurs de pression, des capteurs de température, vous allez retrouver des fluides qui circulent
voilà, et il faut bien sûr faire circuler d'un point A à un B, à un point A à un point B avec toutes les, voilà, les propriétés, garder certaines propriétés ou faire évoluer certaines propriétés euh, euh, du fluide. Si on veut une pression plus forte ou moins forte, on peut gérer tout ça assez, assez simplement. Voilà, dans les usines, on peut gérer assez simplement la pression et la température, hein. Voilà, température d'un four, température de ce qu'on veut. Voilà, donc ici, euh, ça, c'est la base de la mécanique des fluides euh, et notamment de ce qu'on appelle l'équilibre. Donc il faut être conscient de ça, c'est que c'est l'état d'équilibre est donné par cette équation-là. Et donc, aller rechercher cette équation-là quand il y a un état d'équilibre, tout simplement. Et ne plus cogiter, c'est de se poser des questions pourquoi on utilise cette équation-là. C'est parce que elle décrit un équilibre, un état d'équilibre, voilà, statique de fluide. Alors maintenant, sur base de ceci, j'aurais pu écrire autrement. Alors comment j'aurais pu écrire ça? Ben, je peux modifier l'équation en écrivant ρ f' moins nabla p égale 0. Voilà, et là vous remarquez, bon, c'est comme si on avait somme des forces égale à 0. Bon, bah, maintenant, le tout, c'est de mettre ça en musique. Pourquoi ρ f' est égal à nabla p? Alors, avant toute chose, il faut que je définisse certaines choses. On a un fluide. Je vais isoler un fluide, vous allez voir de quelle manière. Ici, bon, on peut prendre toutes sortes de volumes pour démontrer beaucoup de choses en mécanique des fluides, parce que ce soit en mécanique de fluide ou en résistance des matériaux, ben, on a des volumes, des surfaces, et généralement, on a des forces appliquées sur des surfaces, voire des volumes. Ici, moi, ce que je vais faire, je vais prendre un volume. Bon, généralement, on peut prendre ce qu'on veut comme volume. Il existe tout plein de volumes où on peut... euh, voilà, il existe beaucoup de volumes hein, pour lesquels vous pouvez prendre et établir des relations. Mais de toute façon, quel que soit le volume que vous allez prendre, vous allez trouver quand même cette relation-là. Parce que la relation-là, elle ne dépend pas du volume pris en considération pour étudier l'équation. Enfin, pour établir l'équation. Pour établir l'équation, c'est indépendant du volume. Donc vous prenez n'importe quel volume. Bon, mais pour mieux expliquer, vous me prendre un cube. C'est la meilleure façon pour bien expliquer cette équation-là, c'est de prendre un cube. Alors, avant de prendre un cube, eh bien, il faut établir, mettre en place le consistant, ce que l'on a en présence. Alors, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir ce qu'on appelle un point M. Voilà, on part d'un point M. C'est à partir de ça que tout va démarrer. Euh, euh, voilà, c'est un point du fluide, dans lequel, bien sûr, il y a une pression qui agit, hein. Donc, c'est un point euh, d'un fluide. Alors, quelles sont les hypothèses du fluide? Ben, c'est un fluide, encore une fois, au repos. Voilà, c'est un fluide au repos, euh, avec une masse volumique donnée qui est ρ, la masse volumique du fluide est ρ. Donc, ce fluide est homogène. La masse volumique, elle n'est pas variable, hein, elle est constante. C'est une masse volumique qui est constante partout. Ben, on n'a qu'un seul fluide. On n'a qu'un seul fluide et la masse volumique est constante. Alors, et à partir de là, je vais construire le cube. Je vais construire mon cube. À partir de ce point, voilà, il faut que on voit bien sûr apparaître le point. Bon, construire le cube, c'est-à-dire créer un volume au pourtour de ce point M. Chose que je vais faire, pour autant qu'ils me le prennent. Bon, alors, bien sûr, ce cube, je ne vais pas le mettre n'importe comment. Je vais le centrer sur le point M. Donc je vais recommencer, je vais essayer de le centrer
sur le point M. Je vais faire en sorte que le M soit au centre. Voilà. On va faire ça comme ça. Voilà. Donc M est au centre du cube. Hein. Je vais juste construire mon cube. Petit instant, tant que je construis ce cube, qui va vous aurez compris que c'est le système. Hein. Le système, c'est le point M dans un environnement situé au centre du cube. Alors je pourrais mettre les pointillés, les vues. Bon, mais je peux garder ce... Je vais mettre un très fin. Voici mon cube. Bon, j'aurais pu mettre des pointillés, j'ai mis un très fin. Alors je vous rappelle que M est au centre, je vais le dire d'ailleurs ici, M est au centre du cube. Vous voyez que c'est des hypothèses de départ. Hein. C'est des hypothèses de départ. Bon, je pourrais appeler le cube A, B, C, D, C', D', A', B'. Voilà. Donc, on a bien notre point M. Donc, rappelez-vous que c'est un point M d'un fluide. Hein. Donc, c'est un point d'un fluide au repos, bien sûr, et pour lequel j'ai délimité un volume élémentaire, voilà, delta x, delta y, delta z. Bien sûr, centré sur M. J'ai bien dit que M est au centre du cube, donc il est centré sur M. Alors maintenant, je vais placer un système d'axes. Je peux placer ici. Un trièdre orthonormé direct. Qui va reprendre bien sûr x. Bien sûr, l'origine étant ici, O, x, y et z. Voilà, ça c'est mon référentiel R. Maintenant, c'est de définir bon, que vaut les cotes. Que vaut les cotes, comme ceci. Voilà. CC'. Et ah, alors ici je peux avoir une cote ici, une cote ici et une cote ici. Alors, si j'appelle cette cote là, ben, c'est un cube élémentaire. Alors ça je vais le noter. C'est un cube élémentaire autour de M. M est au centre de ce cube. C'est un cube élémentaire. Voilà. Donc j'ai construit un système ici. Le système que je vais entourer. Petit instant.
Voilà, ceci est le système. Que je vais appeler S. Système, c'est S. S pour système. Donc, voilà, ça c'est le système S. Alors, maintenant je vais mettre les cotes. Eh bien, on aura les cotes. Là, vous aurez compris qu'on est parallèle à l'axe des Y, donc c'est delta Y. Là, on est parallèle à l'axe des X, c'est delta X. Ici, on est parallèle à l'axe des Z, donc c'est delta Z. Voilà mes cotes de ce triangle, enfin de ce cube élémentaire. Alors, on va se dire qu'il règne. Alors, bien sûr, comme je vous ai dit ici, la statique, ben, on a des forces. Hein. On a des forces de pression, et on a des forces. On a des forces, voilà, on a une pression et on a des forces. Ça, vous le voyez bien. Donc, ça veut dire que là, le système, il y a des forces qui agissent sur, sur ça. Et ces forces, je vais les mettre, c'est des forces que je vais appeler, vous l'avez bien vu que c'était F'. F', c'est une force par unité de masse. F', c'est une force par unité de masse. Ça veut dire que ce F-là a la composante d'une accélération. Hein. Parce que si vous faites F', M, est égal à F, vous voyez qu'ici c'est F égale... oui, donc ici on a une force... Non, ici c'est une force en Newton. Par contre ici c'est une force un peu spéciale. C'est une force par unité de masse. Alors, une force par unité de masse, si vous faites F égale MA, une force par unité de masse, ça a les composants d'une accélération. Hein. Vous voyez très bien ici, F sur M, bon, ça représente comme une forme d'accélération ici. Et donc ça, c'est une force par unité de masse, qui est F sur M. Et c'est une force, sur tout le volume, cette force vaudra F' fois delta V. Donc c'est la force de tout le petit volume là, du cube. Alors la force du petit volume, c'est bien sûr un cube qui vaut delta x, delta y fois delta z. Et donc ça, c'est une force pour tout le petit volume. Et pour avoir la masse, mais je multiplie par la masse volumique. Et de cette façon-là, je vais avoir... Alors je vous rappelle que ici, f' c'est un vecteur. Hein. Ici aussi, c'est un vecteur. Là, c'est un vecteur. Et là, c'est un vecteur. Alors maintenant, si je fais... Pour avoir la masse, je vais faire f' fois delta x delta y delta z qui est le volume élémentaire, fois la masse volumique. Alors je rappelle que la masse volumique c'est une masse sur un volume. Donc celui-ci et celui-ci vont tomber et c'est bien les unités d'une masse que j'aurai. En unité, on aura l'unité d'une masse parce que là, delta x c'est l'unité d'un volume. Sur un volume, ça tombe. Et il reste les unités d'une masse. Et donc on a bien f' fois m. On a bien f' fois m qui vaut f. Et donc f' fois ρ,
et ça fait bien F. Voilà. Alors, ça, ce sont les forces. Hein. Ce sont les forces qui agissent, bien sûr, sur le volume delta V. Oui, j'ai courbé quelque chose. Au niveau vectoriel, oui, il y a des petites erreurs où j'oublie le chapeau. Petit instant, parce que le chapeau, enfin le vecteur ici. Ça, c'est vecteur. Hein. C'est comme si je mettais une flèche. Je ne mets plus la flèche pour aller beaucoup plus vite. Hein. Donc, je retire la flèche pour mettre juste une barre. Donc, si vous voulez, les vecteurs, c'est F'. Ici, F'. C'est une force. Ici, celui-ci, F', c'est une force par unité de masse. Fois la masse, ben, ça fait une force F. Voilà. Donc, ici, on a une force. Je peux écrire, n'oubliez pas, la somme des forces égale à 0. Alors, de deux choses l'une. Ici, qu'est-ce que je peux dire? Que les forces directement appliquées sont proportionnelles à la surface. Et les autres forces agissant à distance sont proportionnelles au volume. On a les forces de surface et les forces de volume. Hein. Les forces directement, il y a les forces directement appliquées. Directement appliquées, qui sont des forces de contact. On a les forces appliquées, directement appliquées, et on a les forces à distance. Alors, il y en a une qui est proportionnelle aux surfaces, et il y en a une qui est proportionnelle au volume. Voilà, ça, il y a les forces de contact et les forces à distance. Bon, maintenant, le tout, c'est, avant de faire mes équations, voilà, c'est de voir la pression, bien sûr. Hein. Parce que, bon, les forces, on les a. Maintenant, c'est de voir en quoi les forces de pression, comment sont les forces de pression. Donc, quand j'écris somme des forces égale à 0, bien sûr, il y a une petite erreur, parce que j'ai oublié mon... Normalement, j'avais dit que je mettais plus de flèches, mais je mettais une barre. Mais enfin, bref. Voilà, somme des forces égale à 0. Et donc, je dois appliquer ce principe de mécanique de base, qu'on retrouve dans toutes les mécaniques, hein, mécanique relationnelle, voire mécanique, enfin rationnelle, mais la mécanique rationnelle, ou la résistance des matériaux, ou voire la mécanique des fluides, bah, on retrouve toujours cette équation. Bah, vous allez la voir, c'est ça que j'applique ici. Hein. C'est somme des forces égale à 0. Simplement que la consistance des forces est un petit peu spéciale, c'est juste ça. Mais c'est la somme des forces égale à 0. Alors il y en a une qui a déjà été trouvée, ben, vous voyez très bien que cette force-là, ben, c'est les forces que je viens de mettre ici. Voilà, c'est ça. C'est F bar, la force là, qui vaut F' qui sont des forces par unité de masse fois un volume élémentaire fois la masse volumique du fluide, qui vaut toutes les forces appliquées voilà, sur comment on appelle ça, sur le volume élémentaire. Maintenant, je vais voir les forces de pression. Parce que dans ces forces-là, il n'y a pas que les forces, cette force-là. Il y a les forces de pression. C'est ça que je vais voir maintenant. Et c'est ce qui est un peu plus compliqué à voir. Alors, bon, comment va-t-on faire ça? Comme on a des volumes élémentaires et que là, je prends le cas que M se trouve au centre du cube. Donc, attention, prenez bien en compte qu'il est au centre du cube parce qu'il va avoir des delta x demi, delta y demi et delta z demi qui vont apparaître parce que c'est au centre du cube. Donc, sachant qu'ici, au point M, on a une pression P. Alors, on peut décomposer la pression par variation, Alors, bien sûr, avant toute chose, là, j'ai une composante
suivant K, plus K. Ici, si on a plus K, bien sûr, là-bas en dessous, vous aurez une composante moins K. Par là, à droite, on aura une composante. C'est des vecteurs unitaires, hein, c'est les vecteurs unitaires de base du repère. Voilà, ici j'aurai I, enfin J, parce que Y c'est J. J, mais de l'autre côté, ces vecteurs unitaires, leur norme vaut 1. Là c'est moins J. Voilà, alors, le K, il est là. Alors, et le I, il est là. Donc j'aurai un vecteur voilà, plus I et un vecteur derrière moins I. Alors je rappelle encore une fois que la norme de I est égale à la norme de J est égale à la norme de K égale 1. C'est des vecteurs unitaires. Alors maintenant, le tout, c'est de définir cette pression-là. La pression, que vaut cette pression? Alors, la pression au point P, enfin la pression au point M, je m'excuse. La pression au point M, elle vaut P. Supposons qu'elle vale P. Alors si je recule d'une demi-distance, on va faire ça comme ça. Je l'ai mal fait. Une demi-distance avant. Donc ça, si je fais une projection, je suis là. Maintenant, voilà. Voilà. Si je fais une projection, enfin je fais une demi-distance à partir de P vers l'avant, j'avance vers plus I, mais d'une distance delta x demi bien sûr. Hein. Delta x demi, eh bien je rencontre la surface. Quelle surface? Je rencontre cette surface-là. Voilà, à partir de P, si je fais un déplacement de plus I de delta x demi, mais je rencontre cette surface-là. Donc ça veut dire que là, à ce niveau-là, que vaut la pression à ce niveau-là? Eh bien, elle vaut P plus delta P. Elle vaut P plus delta P. Cette pression vaut P plus delta P. Alors je rappelle que P est un point x, y, z dans le repère donné R. Dans le repère donné R, la pression est concentrée en un point x, y, z. Et je vous rappelle que P est un scalaire. Hein. P est un scalaire. Ne pas confondre, la pression est un scalaire. Hein. Pas confondre avec la pression qui est la contrainte voilà, de compression. Là, c'est un vecteur. La contrainte de compression qui est perpendiculaire à une surface, la contrainte tangentielle sont des vecteurs. Alors la contrainte tangentielle peut décomposer en deux. Hein. Quand vous avez une surface, je peux décomposer en une contrainte. Un vecteur peut se décomposer en une contrainte de compression. Ça va plutôt par là. Je vais le redessiner, j'ai mal fait. Supposons qu'on a une force ici sur un élément de surface donné, delta S. Là, j'ai une force delta F. Qu'est-ce que je peux dire? C'est décomposant en une force de compression. Voilà, que je vais appeler delta, delta C, par exemple, delta compression, et une force tangentielle. Voilà, une force tangentielle que je vais appeler tau, ou delta tau. Alors ici, je peux l'appeler delta P, hein, pourquoi pas. Delta P. C'est une compression. Alors je pourrais décomposer en, bien sûr, deux composantes tangentielles. Hein. Delta tau, ici 1, et delta tau 2. Comme ça, j'aurai un trié de rectangle x, y, z. Donc j'ai deux composantes tangentielles et une composante normale, c'est ça que je veux dire. Voilà. Et donc, ça, c'est dans le cadre des contraintes, vous avez des vecteurs. On définit la contrainte au travers de vecteurs, mais la pression, c'est un scalaire. Alors, pas confondre
vecteur et scalaire. Parce qu'en en algèbre vectorielle, il ne faut pas confondre ça, scalaire et vecteur. Alors ici, justement, P plus delta P se définit comme étant ici, je vais faire une petite variation de la fonction scalaire P, qui est bien sûr delta P. Et si la fonction scalaire P est connue en un point x, y, z, elle prendra en un point x plus delta x, virgule y, virgule z, hein, elle vaudra la valeur approximative de P plus delta P sur delta X fois delta X. Mais ici, comme on est au milieu, il faudra diviser par 2. Enfin, c'est un avancement milieu. Par rapport au milieu, on a avancé de voilà, d'un demi par rapport à delta X. Ah, attention qu'ici, j'ai avancé par rapport à delta X. J'ai avancé par rapport à delta X. Le dessin. Petit instant. Je vais juste éliminer une... Voilà, ici. On a avancé de delta X demi. Donc la pression dans la surface en orange, là, elle vaut ce que je viens de vous dire. Alors maintenant, si je vais en arrière, je vais retirer cette couleur. Cette fois-ci, je recule d'un demi vers l'arrière pour aller chercher la pression qui existe dans la surface arrière. Donc je recule d'un demi cette fois-ci, mais en arrière, par rapport à P, qui est, bon, on connaît sa fonction en x, y, z. Voilà. Alors, si je fais ça, ben, j'aurai la surface suivante. Un petit instant, c'est cette surface-là. Voici. Et là, voilà. Et là, à ce moment-là, on a affaire au vecteur moins i. Je rappelle que par rapport, on a affaire au vecteur moins i. On est dans la direction de moins i, c'est ça que je veux dire. Alors, si j'écris par rapport à i, je vais recommencer, hein, bon, pour bien voir les choses. Alors, si j'écris par rapport à i, la pression vaudra P plus delta P, c'est-à-dire P plus delta P sur delta X, suivant la direction delta X sur 2, parce que c'est plus I, en moins I, ben c'est la même chose. Simplement, on a reculé, voilà, de delta X de demi. Alors, si vous avez compris ça, ben, en plus J, on aura P plus delta P sur delta X, enfin, J c'est en J, c'est cette feuille-là que je devais effacer. Voilà. En J, je peux avancer en plus J ou en moins J. En plus J, j'aurai cette surface que voici, cet instant, surface là. Voilà. Et là, par rapport à cette surface-là, ben, il faudra faire delta Y sur 2. Donc, en plus J, je vais modifier parce qu'il y a une petite erreur, c'est pas plus delta X. Puisque ça sera delta Y. Delta Y. Alors, si vous avez compris, bon, ceci, ben, on aura moins J, une pression par rapport à la facette delta, voilà, de gauche. Alors, quand je dis de gauche, c'est la facette qui est ici. Bon, et si je l'ai dépassé, mais bon, je devrais effacer ça. Et là, bien sûr, là, la pression qui règne là-bas, ben, c'est une variation de pression qui est P par rapport au point P, connu bien sûr x, y, z,
il suffit de dériver la fonction P par rapport à X. Ah, attention, ici c'est par rapport à Y, je m'excuse. Par rapport à Y, parce qu'on est dans la direction directe. Voilà, P moins delta P par rapport à Y, delta Y sur 2. Alors ça, vous avez compris que ça, c'est les accroissements finis. Hein. C'est les accroissements finis. C'est une relation liée à la formule des accroissements finis. Et donc, on dira que ici, dans cette formule des accroissements finis, que P plus delta P vaut environ ceci. Bien sûr, dans la direction de X plus delta X, Y, Z. Parce que ici, ça c'est la direction X plus delta X, virgule, Y, virgule, Z. Bien sûr, là-bas, ici c'est X moins delta X, Y, Z. Y, enfin X, Y plus, enfin je m'excuse, je sais pas pourquoi j'ai écrit deux fois la même chose, X, virgule, Y plus delta Y, virgule, Z, X, Y moins delta Y, virgule, Z, et vous aurez compris que pour plus K et moins K, ben on aura P plus delta P, delta Z sur 2 pour X, Y, virgule, Z plus delta Z. Et pour moins K, pour la direction moins K, on aura P moins delta P sur delta Z sur 2 dans la direction. Voilà, pour une direction donnée de moins K, c'est-à-dire on a fait un décroissement suivant delta Z. Voilà, et on a ça. Et donc ça, on a déjà la force F. On a la force F. La force F qui est ici. On l'a, hein, F', delta X, delta Y, delta Z fois ρ. Maintenant, je cherchais les forces de pression grâce à ça. Les forces de pression grâce à ça. Donc c'est ça que je prends pour trouver les forces de pression. Bien sûr, établir l'équilibre, somme des forces égale à 0. Alors, la somme des forces égale à 0, j'écrirai ça comme ça. Donc c'est F j'écrirai facilement comme ceci. Somme des forces égale à 0, j'écrirai ça comme ça. C'est la force, toutes les forces appliquées là. Et puis les forces, plus les sommes plus la somme des forces de pression. Somme de forces de pression. De pression. Oui, non, attention que c'est une force. Hein. Je dois assommer des forces. Donc c'est la somme des forces de pression. La somme des forces de pression égale 0. Voilà, mais le F, on l'a déjà. Puisque je vous ai dit que c'est F'. Je vais aller rechercher. F' delta X, delta Y, delta Z, ρ. Je vais écrire ça. C'est F' ρ delta X, delta Y, delta Z. Et là, je vais ajouter toutes les composantes de pression, mais mises sous forme de force. Mise sous forme de force. Vous allez voir comment que je vais faire. Vous allez bien voir que c'est une force que j'ai, pas une pression. Parce que pour l'instant, ici c'est des scalaires, hein, c'est des pressions. Alors, pour ça, je vais prendre la pression, moins P plus
delta P sur delta X. Bon, c'est le même P, hein, je l'ai écrit différemment, mais c'est le même P, c'est la pression. Bon, j'ai écrit la pression comme ça pour pas que ça prenne de l'ampleur au niveau de l'écriture. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, une petite astuce, je multiplie par une surface. Parce que une pression fois une surface dans une direction donnée, avec un vecteur unitaire représentant la surface, un vecteur unitaire ici normal représentant la surface, delta Y fois delta Z I. Et là, vous voyez bien que, en gros, qu'est-ce qu'on a? On a une force de pression, parce que une force de pression, delta F, c'est quoi? Ben, c'est moins P, une pression, moins la pression, fois un élément de surface, fois un vecteur normal pour avoir cette force-là. Et donc là, on a bien des scalaires avec multiplier. Là, j'ai une pression scalaire multipliée par une surface fois un vecteur, ça fait bien un vecteur. Et une pression fois une surface, ben, ça fait bien une force. Vous savez très bien que P est égal à F sur S. Donc la force, elle vaut quoi? P fois S. P fois S. Voilà. Alors ceci étant dit, je vais retransformer toutes ces pressions en une force de pression. Bien sûr, je vais aller rechercher ce même P plus... Le tout, c'est d'avoir de la place. Parce que c'est vrai que vous allez voir que ça va prendre de l'ampleur, donc je vais réduire. Hein. C'est juste pour avoir tout sur une page. Parce que ça va se recopier. Hein. Bon, vous savez très bien qu'il y a une recopie qui va se faire. Puisque je vais avoir ici plus P plus delta P sur delta X sur 2. Voilà. Je multiplie par la surface après, c'est un vecteur unitaire, dans un petit instant. Alors ici, ça correspond bien sûr au vecteur moins I. Alors que là, ça va correspondre au vecteur plus I. Là, ça va correspondre au vecteur moins J. Et ensuite, le vecteur plus J. Le vecteur moins K. Et le vecteur K. Là, on aura la pression plus delta P sur delta Y, delta Y sur 2. P plus delta P, delta Z sur delta Z sur 2. Multiplier ici, je vais multiplier par sa surface, delta Y, alors delta X, j'ai dû faire fois delta Y fois delta Z pour avoir la surface, hein, la surface, je prends un cas de figure, delta X demi, je vais prendre plus delta X demi, hein. Bon, je vais le faire pour celui-ci, alors je dois multiplier par delta Y, delta Z. Alors pourquoi? On va voir ça tout de suite. Bon. Je reviens en arrière pour essayer d'avoir la surface avant. Bon, la surface avant, c'est celui-ci. Ça, c'est la surface avant. Donc, quand je fais un décalage de la pression, du point M pour avoir le point de pression sur cette surface-là, qui est la surface ABCD, dans cette surface-là ABCD, la pression vaut P plus delta P sur delta X, la dérivée partielle de P par rapport à X, fois l'accroissement delta X sur 2. Voilà. C'est ça. Mais maintenant, la surface, elle vaut quoi? Elle vaut delta Y. Vous voyez très bien que cette surface-là, c'est delta Y fois delta Z, hein, tout simplement. Donc, je multiplie par chacune des surfaces pour laquelle agit la pression. La normale, la normale où agit la pression. C'est la surface où agit la pression. Voilà. Donc, là, je vais mettre delta Y, vous aurez compris que c'est delta X, delta Z. Delta Z, c'est delta X, delta Y. Bon, ici, il faut que je continue. P plus delta P sur delta Y. P plus delta P sur delta Z.
delta z sur 2 delta y sur 2 fois delta x delta z fois delta x delta y, voilà, et tout ça, j'espère que j'ai pas fait d'erreur quelque part, hein. Voilà, égale 0. Alors maintenant, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est toujours le même, c'est ce terme-ci, puisqu'il va donner moins p, on a deux opposés, hein, moins p delta y delta z, plus p, ouais, plus p delta y delta z, fois i bien sûr, hein, fois la composante i. Donc on aura, tout est le même, hein, c'est deux opposés. On a deux opposés. En valeur absolue, c'est la même chose, mais on a deux opposés en signe. Alors si je prends celui-ci, donc ça veut dire que P delta Y delta Z, moins P delta fois I, et plus P delta Y fois delta Z fois I, va s'annuler. Tout comme celui-ci va s'annuler avec celui-là. Tout comme celui-ci va s'annuler avec celui-là. Donc si ça s'annule, ben, on a une simplification de tout ça. Alors on va simplifier. Je vais retirer tout ce qui est doit être enlevé. Ceci, ça c'est enlevé. Et il va rester ceci. Celui-ci doit être enlevé. Bon, je vais faire un petit peu de ménage hein, avant de continuer la suite. Alors, on se retrouve avec ceci. Alors maintenant, je peux diviser par... vous voyez qu'à chaque fois, il y a delta x, delta x, delta y, delta z, delta x, delta y, delta z, delta x, delta y, delta z, delta x, delta y, delta z. Ouais, ici, j'ai oublié d'enlever cette parenthèse. C'est là. Voilà. Donc, on a delta x, delta y, delta z, delta x, delta y, delta z et delta x, delta y, delta z. Bon, si je divise par delta x, delta y, delta z partout, parce qu'il est partout, il est partout. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez avoir ceci qui va se supprimer. Dans chaque membre, on aura delta x, delta y, delta z. Donc, celui-ci, je vais l'enlever. Oui, attention qu'ici, j'ai peut-être fait une petite erreur. Parce que... oui, ici, j'ai oublié mon moins. J'espère que j'ai pas fait cette erreur là-bas avant. Là, j'ai bien mes moins. J'ai bien mes moins, il n'y a pas de problème. C'est parce qu'ici, j'ai oublié de mettre mes moins. C'est des moins qu'on a ici. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là, c'est pas des plus, mais c'est des moins. 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 Et moins. Bien sûr, ici, je vais enlever delta x, delta y, delta z. Là. On va enlever
delta x, delta y, delta z. Je l'enlève ici, delta x, delta y, delta z. Delta x, delta y, delta z. Delta x, delta y, delta z. Bon, ici il y a un demi. Hein. Donc on va dire qu'ici on aura un demi, un demi, un demi. Je vais retirer le 2 qui est là. Là on a aussi un demi, et là on aura un demi. Donc ce qui veut dire que celui-ci, je vais l'enlever. Et il va rester plus que des dérivés partiels. Alors ces dérivés partiels, bon, on s'additionne, puisqu'on aura... Qu'est-ce qui reste en fait? Il reste f' rho. Voilà. Et moins 1 demi, ça fait 1. Chaque fois, moins 1 demi, ça fera 1. Moins 1. Là, on aura moins 1 demi en J, ça fait moins 1. Moins 1 demi, ça fait moins 1. Donc, qu'est-ce qui va rester au total? Somme des forces est égale à 0. Donc, la somme des forces qui s'applique, ainsi que les sommes des forces de pression, valent 0. Il va rester quoi? Ben, f' rho f' rho ou rho f', hein, peu importe, moins delta P sur delta X, moins delta P sur delta Y, moins delta P sur delta Z. Bien sûr, avec les vectoriels, c'est vectoriel ceci. Donc c'est-à-dire que je vais mettre I moins J moins K égale 0. Voilà, c'est ce qui ressort du reste ici, du reste qui a été calculé. Alors, bien sûr, il faut toujours se remémorer ce qu'il faut rechercher. Rho f' est égal à nabla p. Mais bien sûr que nabla p, c'est ça. Puisque, regardez bien, on a f' rho est égal à delta p sur delta x i plus delta p sur delta y j plus delta p sur delta z k. Et ça, bien sûr, vous aurez compris que c'est, bien sûr, avec les vecteurs ici, rho f' est égal à, voilà, on abla de la pression. Donc, et maintenant, ben, qu'est-ce que c'est que le nabla? Ben, c'est l'analyse vectorielle. Hein. Je vous rappelle, le nabla. Alors, il existe la divergence, etc., le gradient, le vecteur nabla, ou ce qu'on peut appeler, je crois, del. On peut l'appeler, certains l'appellent del. Le nabla s'écrit, bien sûr, delta sur delta x, i, plus delta sur delta y, j, plus delta sur delta z, k. Ça, c'est le nabla. C'est le nabla. Donc, c'est un opérateur, bien sûr, qui possède un caractère vectoriel et permet de simplifier certaines opérations vectorielles. Permet de simplifier certaines opérations vectorielles, comme c'est le cas ici, pour ne pas écrire trop grand. On met un opérateur pour ne pas écrire trop grand. Voilà. Et en plus de ça, ça peut simplifier dans des calculs, on peut simplifier. Vous voyez ici, c'est un opérateur vectoriel ici. Hein. Ici, comme je viens de vous le dire, c'est vectoriel. Donc c'est pas pour rien que je mets un vecteur ici. Normalement c'est une flèche, mais on met pas de flèche ici, on met une barre. Sur l'opérateur, on met une barre pour dire que c'est un vecteur. Maintenant, la pression. Ici, la pression, vous voyez qu'ici j'ai un vecteur
mais que ceci est un scalaire. Hein. C'est un scalaire. Voilà, c'est un scalaire. Bon, c'est un opérateur scalaire, comme on l'appelle. Hein. Si c'est un opérateur scalaire, donc je vais retomber dans du scalaire. Non, on va dire, le nabla, c'est un opérateur vectoriel. Le nabla. C'est un opérateur vectoriel. Même, je peux le garder, si je mets un opérateur, si je mets un scalaire dans le vectoriel, ben, j'ai ce qu'on appelle le gradient. Le gradient, qui est aussi un opérateur vectoriel. Et le gradient, attention qu'ici, ça c'est bon, et ça c'est tout simplement le gradient. Voilà, le gradient de la pression. Gradient qu'on écrit comme ceci, grade de la pression P. Voilà, gradient de la pression. Donc ici, le gradient c'est un opérateur vectoriel qui agit sur un scalaire. Ici, le scalaire ici, c'est la pression ici. De coordonnées x, y, z bien sûr. Hein. La pression en un point donné. Et donc, ça c'est égal à quoi? Au nabla, qui est aussi un opérateur vectoriel de P. Et ça, je peux écrire comment? Delta P sur delta X, I plus delta P sur delta Y, J plus delta P sur delta Z, K. Et vous voyez qu'ici, c'est bien le gradient qu'on a. On va faire f rho prime est égal à nabla P est égal au gradient de la pression. Bon, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire de cette équation-là? Ben, que si je regarde bien, f rho prime est égal à gradient de P. F rho prime est égal. C'est l'équation générale de la statique des fluides. Elle s'interprète en disant qu'un fluide est en équilibre, donc les conditions d'équilibre, c'est ça. Lorsque les forces associées aux différences de pression sont exactement compensées par les forces ayant notre origine. Je répète, elle s'interprète bien sûr cette équation générale de la statique des fluides en disant qu'un fluide est en équilibre. Quand est-ce qu'il est en équilibre? C'est ça la question de savoir, c'est au travers de cette équation-là. Lorsque les forces associées aux différences de pression sont exactement compensées par les forces ayant une autre origine. Donc, notre origine, c'est F'. Hein. C'est les forces ayant notre origine, c'est F'. Et les forces dues à la pression, ben, c'est ceux qui se retrouvent dans le gradient P. Bon, ça c'est une chose. Mais on peut dire aussi les forces associées aux différences de pression, appelées d'ordinaire forces de poussée, sont opposées au gradient. Et bien sûr, le gradient fait référence à une variation, hein, une variation. Et ce gradient-là est dirigé vers la pression la plus élevée. Donc une deuxième façon de dire, c'est, au travers de cette équation, les forces associées aux différences de pression, appelées d'ordinaire forces de poussée, hein, ceux qui sont dus aux forces de pression, c'est la force de poussée, sont opposés au gradient, et ce gradient est dirigé vers la pression la plus élevée. Je vous remercie.